matin, 8h. Le journal Patrick Cohen. À la une ce matin, la volte-face de Donald Trump sur la séparation des familles à la frontière mexicaine, la Tunisie qui tord le nez à l'idée d'accueillir des camps de migrants, les médecins qui pourraient être autorisés à faire leur publicité, nous dira Nicolas Barré, Paris bientôt sans Autolib, contrat rompu avec Bolloré aujourd'hui, la Grèce qui tourne à la page des plans de sauvetage européens, mais dans quel état après 8 années d'austérité, reportage à suivre, et puis France-Pérou à 17h, le deuxième match des Bleus dans le mondial russe à Ekaterinbourg, aux portes de la Sibérie. À 8h15, le député européen du Rassemblement national ex-FN, Nicolas Bay, sera notre invité. Mais d'abord, cette histoire édifiante, information Europe 1, la remise en liberté de 8 prévenus accusés de trafic de drogue parce que la présidente du tribunal qui devait les juger cette semaine à Pontoise est subitement tombée malade. Ce n'est évidemment pas de sa faute, mais celle de l'administration judiciaire, pénurie de magistrats, personne pour remplacer la juge. Du coup, messieurs, vous êtes libres. Récit de Guillaume Bier. Libérés avant même d'être jugés. Cela faisait plus d'1 an que ces trafiquants de drogue présumés étaient en prison en attendant leur procès. Des prévenus soupçonnés d'importer cannabis, cocaïne, héroïne et drogue de synthèse depuis les Pays-Bas jusqu'à Montigny-les-Cormeilles dans le Val d'Oise, pour les revendre ensuite dans des rave-parties en Gironde. Mais en fin de semaine dernière, coup de théâtre. La juge qui devait présider ce procès tombe très grièvement malade, hospitalisée. Énorme casse-tête au tribunal de Pontoise pour la remplacer. Certains magistrats sont déjà intervenus dans ce dossier, ils ne peuvent pas le juger. Et impossible pour les autres de prendre au pied levé une si grosse affaire prévue sur 4 jours. Alors, mardi matin, l'audience a tourné court. Faute de juge, le procès a été renvoyé en mars 2019 et du coup, remise en liberté immédiate pour 8 prévenus qui légalement ne pouvaient plus rester en détention provisoire. Du jamais vu au tribunal de Pontoise. On est tout le temps sur le fil du rasoir, confie une magistrate. Jusque-là, on avait toujours trouvé une solution, ajoute sa collègue, dépité de voir que 4 postes de juges restent vacants et qu'avec les arrêts maladie, d'autres couacs ne sont pas exclus. Les informations Europe 1 de Guillaume Bier. Plus d'enfants en cage, les familles de migrants ne seront plus séparées. À la frontière mexicaine, la vague d'indignation mondiale aux États-Unis et jusque dans l'entourage de Trump, puisque sa femme Melania était exceptionnellement sortie de sa réserve, a eu raison de l'entêtement du président américain. Spectaculaire retournement, d'autant que Donald Trump expliquait depuis 3 jours que la situation n'était pas de son ressort. Xavier Izon, vous êtes aux États-Unis pour Europe 1. C'est pourtant lui qui a bien signé tout à l'heure le décret mettant fin à une décision de sa propre administration. Oui, alors pour se justifier, Donald Trump dit avoir écouté sa femme Melania et sa fille Ivanka. Ça leur tenait à cœur, et à moi aussi, a dit le président. Mais plus que la compassion, c'est la pression qui l'a fait céder. Pour une fois, les images des enfants dans des camps de tente à la une de tous les journaux, les cris des tout-petits en boucle dans les télés, les critiques du monde entier jusqu'au pape, le malaise dans son propre camp politique, les interrogations par exemple des chrétiens évangéliques, pourtant parmi ses plus fervents supporters, et la mobilisation de l'opinion américaine illustrée par ce record de dons. En quelques jours, près de 15 millions de dollars envoyés à une ONG d'aide aux enfants de migrants. La situation devenait donc intenable, même pour Donald Trump. Et s'il fallait une preuve de l'improvisation de cette reculade, elle est dans le titre même du décret. Il y a une faute, un mot mal orthographié, et pas n'importe lequel, le mot séparation. Xavier Yvon à New York pour Europe 1 et on ne sait pas encore ce que vont devenir les 2300 enfants qui ont été séparés de leurs parents après leur arrestation à la frontière. En Europe, on vous en parlait hier, l'idée de centres de transit installés en dehors de l'Union fait son chemin, des plateformes qui pourraient accueillir les naufragés de Méditerranée, mais de l'autre côté de la mer, en Afrique du Nord. La Tunisie a souvent été citée, mais encore faudrait-il que les autorités soient d'accord, on en est loin. Écoutez ce qu'en dit le président du Croissant Rouge dans le sud tunisien, Mongislim. Chaque personne qui a besoin de secours en mer, on ne doit pas se dérober. Les envoyer, par exemple, des côtes italiennes vers la Tunisie, politiquement, c'est pas acceptable. On n'est pas aussi disposé à être la poubelle de l'Europe et de servir de refuge pour les gens qui veulent aller en Europe. Ça, c'est les politiciens qui doivent intervenir et résoudre le problème. La Tunisie ne sera pas la poubelle de l'Europe, propos recueillis par Jian Bergaoui. L'Europe, aujourd'hui, c'est encore la Grèce qui s'apprête à tourner la page des plans de sauvetage européens. Le
L'Eurogroupe se réunit aujourd'hui pour préparer ce qui ressemble à un régime de semi-liberté. Dans 2 mois, la tutelle financière sera levée, les crédits européens seront stoppés, mais le pays restera sous surveillance. Aujourd'hui, la Grèce a renoué avec la croissance. Les comptes de l'État sont à l'équilibre, même si la dette reste colossale. Mais à quel prix pour les Grecs? C'est l'enquête de 8 heures. Bonjour Carole Ferry. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Vous êtes sur place à Athènes pour Europe 1. Comment les Grecs ont-ils vécu ces 8 années d'austérité? C'est clairement un traumatisme pour le pays. Je vais vous emmener d'abord dans le quartier d'Ilicia. C'est un quartier de la classe moyenne où j'ai rencontré Stratos, cigarette à la main, dans son magasin, à côté de ses machines à repasser qui ne comptent plus les années. Avant la crise, il avait 6 pressings, dont un juste à côté du Parlement. Aujourd'hui, il n'a plus que celui-ci. Un exemple concret. Je suis spécialisé dans le nettoyage du cuir. Quand tu fais 150 pièces par semaine et que ça passe à 100, tu te dis « je vais faire face ». Et à ce moment-là, tu n'imagines pas qu'en 2-3 ans, tes 2 principaux concurrents auront fermé et que des pièces en cuir, eh bien tu n'en auras plus que 7. Et l'un de ses clients fidèles, qui le payait toujours rubis sur l'ongle, m'a même payé ces derniers jours en bijoux. Ça, c'est le résultat de l'usure. Il faut dire qu'en 8 ans, les impôts ont explosé, les salaires ont été réduits de 30% en moyenne, 50% même pour cette enseignante d'une école privée dans laquelle les parents n'ont plus les moyens de mettre leurs enfants. En 2000, j'ai touché un salaire de 2 000 € par mois. En 2016, c'était arrivé à 1 000 €. Avec 3 enfants, c'était pas du tout facile. Je me rappelle que quand mes enfants étaient plus jeunes, les courses pourraient coûter 100 ou 150 €. Et maintenant, je vais avec ma liste. Je dois compter. Et les retraités grecs, Carole, on en a beaucoup parlé, ils en sont où aujourd'hui? Ils font clairement partie de ceux qui ont le plus souffert. Vous allez entendre Ioannis, il a 88 ans. C'est un ancien général. Il a travaillé pour l'OTAN. Il avait 3 702 € de retraite avant la crise. 1 500 aujourd'hui. Et une nouvelle baisse est prévue le 1er janvier prochain. La baisse des retraites a été dramatique. Vous voyez ce pantalon, c'est le seul que j'ai. Il a 10 ans. Avant, j'avais de l'argent de côté, mais maintenant, je n'ai plus rien. Je ne sais pas comment je vais faire. Des Grecs qui n'ont plus rien, mais alors comment expliquer que la croissance reparte, on l'a dit, plus de 2% au premier trimestre? 2,3% même, et c'est une excellente nouvelle. Mais évidemment, ça ne se ressent pas encore dans le quotidien des Grecs. Ça prend toujours un peu de temps. En fait, ce qui tire la croissance, c'est essentiellement le tourisme qui bat de nouveaux records chaque année depuis 5 ans. De grandes chaînes hôtelières investissent d'ailleurs en ce moment à Athènes. Au-delà du tourisme, il y a d'autres signes positifs. Le roi Merlin, Tesla, la marque américaine de voitures électriques de luxe qui s'installe en Grèce. Chez les jeunes, on sent d'ailleurs cet espoir nouveau, malgré un chômage encore à 40%. Les plus âgés, en revanche, n'y croient pas. Remplis de nostalgie, beaucoup m'ont dit craindre de ne plus jamais revoir la Grèce qu'ils ont connue. Carole Ferry à Athènes pour Europe 1 et pour l'enquête de 8 heures. Dans un instant, la suite, la mort annoncée d'Autolib et les médecins qui pourraient bientôt faire leur pub. Europe 1. Il est 8h09, la suite du journal, Patrick Cohen. Un médecin qui guérit plus vite que ses confrères, un dentiste qui lave plus blanc. Non, ça n'arrivera pas question de publicité comparative ou de spot à la radio ou à la télévision, mais ce serait quand même une révolution dans le monde médical. Nicolas Barré, les médecins, infirmiers, kinés, sages-femmes pourraient être bientôt autorisés à faire leur publicité. C'est le Conseil d'État qui a soumis cette proposition au Premier ministre à sa demande, et il y a donc de fortes chances que ça aboutisse. Aujourd'hui, le Code de la santé publique interdit de manière absolue toute forme de publicité de la part des professionnels de santé, mais plusieurs arguments plaident pour que ça change. D'abord parce que certains établissements étrangers, des cliniques dentaires ou de chirurgie esthétique d'Europe de l'Est par exemple, ne se privent pas de faire de la publicité. Et puis même chose pour les ostéopathes qui échappent à l'interdiction. Et puis enfin, il suffit d'aller sur Internet pour trouver une foule d'informations erronées sur la médecine, la chirurgie ou de pseudo-traitements miracles. Et la publicité changerait vraiment les choses? Eh bien, une publicité très encadrée, respectant les règles de déontologie, bien sûr non comparative, pas question de faire comme aux États-Unis. Vous savez, vous avez des publicités dans le métro pour des cliniques avec même des taux de succès par opération. Il s'agirait en fait de permettre aux professionnels de santé de communiquer sur leur activité, tout simplement de se faire connaître. La Cour de justice européenne vient d'ailleurs d'autoriser cette forme de publicité qui relève presque plus du droit à l'information pour permettre aux vrais professionnels de se mettre en avant alors que les charlatans prolifèrent sur le web. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, merci. Le SAMU de Strasbourg
Strasbourg a bien une part de responsabilité dans la mort de Naomi Mussanga il y a 6 mois. Conclusion du rapport de l'IGAS. L'inspection des affaires sociales dénonce les réponses non adaptées de l'assistante de régulation qui a répondu à la jeune femme en souffrance. Le SAMU, dont le responsable a démissionné, est aussi épinglé pour le manque d'accompagnement de la famille. Écoutez le frère de Naomi qui se pose encore beaucoup de questions. On attend encore plus qu'on nous explique les manquements de l'opératrice. Elle a une façon de parler qui est inhumaine, mais au-dessus d'elle, il y a quelqu'un. Au-dessus, il y a encore quelqu'un. Il y a beaucoup de choses derrière. C'est pas qu'une personne. C'est pour ça que trouver un bouc émissaire dans cette affaire, ok. Mais non, en fait, c'est plus que ça. C'est tout un système. Et notre sœur, elle est morte. Et nous, en fait, c'est ce qu'on veut savoir de pourquoi elle est morte, la vérité sur ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu tous ces dysfonctionnements en fait à l'hôpital civil, du début à la fin, quoi. Et je sais pas comment on peut réussir en fait à vivre en n'ayant aucune réponse sur la mort de sa fille et de sa sœur. C'est triste à dire, mais ma sœur, c'est pas la seule à avoir vécu des choses comme ça par rapport à sa mère. Donc aujourd'hui, moi, je milite pour que ces choses-là n'arrivent plus en France et dans le monde. L'un des frères de Naomi Mussanga au micro Europe 1 d'Arthur Mbaché. Europe 1, 8h12. À Paris, après l'agonie du Vélib, voici la mort annoncée d'Autolib. Autant dire que pour la mobilité à Paris, on pourra compter sur Pied-Lib. Autolib, vous le savez, la voiture électrique de Bolloré en libre service devrait disparaître très vite. Les élus de Paris et de banlieue vont voter aujourd'hui avec 5 ans d'avance la résiliation du contrat pour éviter de payer les 230 millions d'euros que leur réclame Bolloré. Grande bataille juridique à venir. En attendant, l'arrêt d'Autolib va laisser 254 salariés à reclasser et des dizaines de milliers d'utilisateurs qui avaient leurs habitudes dans les blue cars depuis 2011. C'est hyper utile comme moyen de transport. C'est agréable, on prend la voiture, on la gare, il y a des stations absolument partout. Là, on va au musée Marmottan. C'était beaucoup plus pratique de prendre une voiture, il y en a pour 20 minutes, alors qu'en transport, il fallait compter au moins 3 quarts d'heure. Sur Paris, je n'ai pas besoin du tout de voiture au quotidien. Dès que j'ai besoin de prendre des choses dans le coffre, c'est pratique. C'est toujours décevant de commencer à apprécier un service et qu'on vous le retire au bout de quelques semaines. Après, bien sûr, si le service s'arrête, un remboursement sera exigé, c'est tout à fait normal. Voilà des usagers déçus, propos recueillis par Sophie Allemand. 17h cet après-midi, le rendez-vous des supporters des Bleus. Toute la France sera à l'heure du foot avec l'espoir de découvrir un nouveau visage de leur équipe face au Pérou, un peu plus inspiré. On l'espère que samedi dernier contre l'Australie. En attendant, les supporters qui ont fait le voyage de Russie découvrent la ville d'Ekaterinbourg. C'est dans l'Oural, à 2000 km de Moscou. Sur place, reportage Simon Rubin. Au milieu des trolleybus et du trafic incessant, au pied des buildings ou des palais néoclassiques, les mêmes scènes de joie entre supporters et habitants locaux. Ici, ce sont les Péruviens qui invitent les passants à danser dans la rue, comme Paulina. Elle a 20 ans et elle jubile. Enfin, le monde découvre Ekaterinbourg. Pour nous, c'est très spécial. À Moscou et Saint-Pétersbourg, c'est normal. Mais pour nous, qui sommes si loin de tout, voir tant d'étrangers, c'est incroyable. Pendant le mondial, chaque jour, des dizaines de milliers de touristes débarquent ici. Dernière porte avant la Sibérie et l'Asie. Pour cette ville, un tel événement est d'ailleurs historique, car Ekaterinbourg est longtemps resté isolé, coupé du monde, raconte Sergueï, conservateur au musée de la ville. Jusqu'en 1991, les étrangers étaient interdits. Parce qu'ici, on fabriquait de l'armement pour l'armée soviétique. C'était top secret, donc personne n'entrait. Quand j'avais 8 ans, j'avais dû passer les contrôles du KGB juste pour quitter la ville. Sergueï n'en revient d'ailleurs toujours pas de voir au café en bas de chez lui chaque matin des supporters du monde entier. Pour les habitants de cette ville si lointaine, dans un pays si vaste, le mondial donne le sentiment de ne plus être seul. Ekaterinbourg, Simon Rubin, Europe 1. Simon Rubin qui commentera le match en direct sur Europe 1. C'est à suivre en intégralité évidemment sur notre antenne à partir de 17h. Dans un instant, notre invité, le député européen Rassemblement National, ex-FN, Nicolas Bay. À tout de suite. Europe 1.